Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons commencer la conférence de presse du film Deux procureurs de Sergueï Loznitsa. Deux petites choses auparavant à vous signaler pour des questions linguistiques. La conférence de presse sera majoritairement en langue française, donc vous prenez des casques pour avoir les traductions en anglais. Dès lors qu'une personne à la table parlera russe, je traduirai du russe vers le français et ce sera repris en cabine de simultané vers l'anglais. Et puis, dernière chose également, à cause des caméras, je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas vous lever. Les caméras sont là pour prendre des photos. De même que si vous devez quitter la salle avant la fin de la conférence de presse, s'il vous plaît, baissez-vous devant ces caméras-là si vous quittez la salle par cette sortie-ci. Merci beaucoup. Nous allons donc commencer cette conférence de presse et je vais vous présenter les personnes qui sont à cette table, en commençant par le producteur principal du film, Monsieur Kevin Schneves de la société SBS Productions. Sur lequel nous reviendrons, car les questions sur la production d'un tel film vont sans doute être nombreuses. À ma gauche, immédiatement, Monsieur Alexandre Filipenko, que vous avez donc vu hier soir, dans le rôle de Monsieur Stepniak, mais également, vous l'avez sans doute remarqué, dans un second rôle, puisque c'est lui également qui joue l'homme à la jambe de bois dans le train. Donc on reviendra également sur ce double rôle dans le film de Monsieur Loznitsa. Enfin, Monsieur Alexandre Kuznetsov, notre procureur Kornev, qui n'est pas là pour la première fois au Festival de Cannes. Il est déjà venu au Festival de Cannes. On l'a eu ici, et on reviendra là-dessus également, en compétition et également en section parallèle. Et enfin, last but not least, metteur en scène, Monsieur Sergueï Loznitsa. Avant de vous passer la parole, mesdames et messieurs, j'ai une toute première question pour Monsieur Loznitsa. Quand vous avez découvert le récit de Monsieur Georgi Demidov, pouvez-vous nous dire quand vous l'avez découvert et quand vous avez décidé d'en faire une fiction? Parce que cette époque des années 30, stalinienne, vous l'avez déjà abordée dans vos documentaires. Mais quand avez-vous décidé véritablement de vous atteler à la fiction pour porter ça à l'écran? Доброе утро. Эта повесть была написана в 1968 году человеком, который провел в ГУЛАГе 14 лет. В 80-е годы эта повесть была изъята КГБ. Все архивы его были изъяты. И архивы его возвратили, рукописи возвратили в 90-е годы из архива КГБ. И эта повесть была напечатана отдельно. 3 повести о 1937 году были напечатаны в 2008 году. То есть 40 лет прошло с момента написания до момента, когда эти повести были напечатаны. D'abord, bonjour. Ce récit a été écrit par Georgi Demidov en 1968. Il a été écrit par une personne qui avait quand même passé 14 années au Goulag. Et dans les années 80, son manuscrit a été emporté par le KGB. Le manuscrit a été réquisitionné. Il a été mis dans les archives et le manuscrit a été restitué à sa famille uniquement dans les années 1990, sorti des archives du KGB. Et ces 3 récits, puisque au départ il y a eu 3 récits qui ont été publiés, ne l'ont été qu'en 2008, c'est-à-dire exactement 40 ans après avoir été écrits. Et quand avez-vous décidé tout de suite? Est-ce que c'est tout de suite que vous avez décidé de le porter à l'écran?
Я прочел это, ну, наверное, сразу. Дело в том, что я собираю эти книги. Я собираю книги, воспоминания о ГУЛАГе, воспоминания различные о концентрационных лагерях, не только в Советском Союзе. И я прочел, наверное, сразу, может быть, в 2010 году. И эта повесть осталась во мне. И когда появилась такая возможность сделать фильм, наверное, в 2020, наверное, мы начали заниматься этой картиной. En fait, je collectionne depuis longtemps les livres qui traitent du goulag, qui traitent des camps de concentration également. Et j'ai dû le lire presque tout de suite, ça devait être dans les années, à la fin des années 2000, donc vers 2010 sans doute. Et ce récit est resté longtemps en moi. Et quand j'ai eu la possibilité de le porter à l'écran, on devait être en 2020, si je me souviens bien, je m'y suis attelé. On va évidemment poser des questions à tous nos participants, mais vous peut-être en avez-vous déjà. La première question, s'il vous plaît. En anglais. Pardonnez-moi pour poser la question en anglais. Rodrigo Fonseca from Brazil, Correio da Je viens Manhã. du Brésil. Question to Loznitsa. Question à Monsieur Loznitsa. Le film nous parle de la violence de Staline, bien sûr, mais en quelque sorte, le film m'a fait penser à Lénine aussi. Quand on voit ces sculptures, ces statues de Lénine partout, comment définir l'importance de Lénine? Quel rôle joue Lénine là-dedans? Est-ce que c'est une espèce de fantôme en arrière-plan? How we defined what? The length. Okay. Okay. Yes. How we defined Lenin? Yes. Historically, in my film, like a shadow of Dans mon Stalin. film. Ah oui, comme le fantôme de Staline. Находится за спиной Сталина, который находится за спиной всех. De Staline ou dans le dos de tout le monde. Но для меня эта картина отражает современность. Не прошлое, а современность. И очень многое можно увидеть в настоящем, что есть в этой картине, в повести, написанной, сколько уже лет назад, в 1937 году, в 1968, 40 лет назад, о событиях, которые случились, ну, почти 100 лет назад, 80 лет. Вот это поразительно. Pour moi, ce n'est pas le reflet du passé, c'est véritablement le reflet du présent. On voit à l'écran des choses qui se sont passées, enfin qui ont été écrites il y a une quarantaine d'années, qui se sont passées il y a presque 100 ans, en tout cas au moins 80 ans. Et c'est là, c'est véritablement le reflet du présent. Une deuxième question? Le monsieur. Hi there, Philip Alderman from the Guardian newspaper. Je suis du Guardian. You've, in the past, Dans le passé, vous avez défendu des points de vue critiques de la part d'artistes russes et vous les avez mis à l'honneur puisqu'ils ont résisté face à l'oppression. Et ce film est très pessimiste en quelque sorte quand on voit quelle est la résistance encore possible. Est-ce que votre point de vue là-dessus, sur la résistance face à l'oppression, a changé? Et une question politique. Il y a énormément de pression exercée par le gouvernement américain sur l'Ukraine pour accepter les circonstances, les conditions d'une paix, comme par exemple le contrôle de la Russie en Crimée. En tant que quelqu'un qui a été une voix critique vis-à-vis du gouvernement ukrainien, je me demande quel est votre point de vue là-dessus. Sorry, You could scream to me, just part of the first part of the first question. I'm so sorry. It was about whether he's changed his view on. Yes. Yeah.
Да, которые высказываются против, но в вашем фильме так нет абсолютно никакой возможности для сопротивления. Окей, Поэтому окей, изменить окей. ваш взгляд на возможность Ну, сопротивления. дело в том, что, не знаю, да, я описываю ситуацию, которая абсолютно беспросветна картиной своей, но возможность сама говорить об этом, показать этот фильм на фестивале, потом после этого иметь пресс-конференцию, обсуждать эти вопросы, потом напечатать это в газетах, и люди тоже об этом прочитают, это свобода. Да? Пока что она у нас есть. И мы должны делать все, чтобы отстоять эту возможность, это право. И здесь, в этом, моя надежда. En fait, commencer par montrer ce film au festival, puis faire suivre cette présentation d'une conférence de presse qui permet évidemment aux journalistes de publier ce qui est dit, puis de permettre également de juger ce qui a été mis à l'écran. C'est ça véritablement la liberté, c'est ça qu'on doit continuer de défendre, c'est mon espoir de devoir et de pouvoir la conserver. По-моему, не очень правильно вообще подходим к этому вопросу. Есть лидеры, они там что-то принимают, какие-то решения, есть политики, но есть мы. И от нас тоже очень многое зависит. И об этом не надо забывать. И не надо отчаиваться в разных ситуациях. Надо думать просто о том, что нам делать в тех обстоятельствах, которые нам предлагает история и современность. Et je ne pense pas qu'il faille réfléchir en termes de leaders, de ce qu'ils font, des décisions qu'ils prennent, parce qu'il n'y a pas que les leaders, il y a nous aussi. Et il faut impérativement que nous ne baissions pas les bras. Il faut qu'on y pense à chaque fois. Et il faut se poser la question de savoir quoi faire dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Alors, une question pour Monsieur Loznitsa qui concerne Monsieur Filipenko. Quand avez-vous décidé de lui confier 2 rôles? Когда вы решили? Как решили две роли? Я даже не решал. У меня вообще, как это Пикассо говорил, я не ищу, я нахожу. Я это сразу нашел, это пришло моментально. Дело в том, что эта часть фильма, вообще-то, это цитата из Николая Гоголя «Мертвые души». Это маленькая вставная повесть, которая называется «Повесть о капитане Копейкине». И по какой-то причине, не знаю, мне пришла на ум эта идея, эту повесть и эту цитату использовать в картине. Я могу рационально потом объяснить, но мотивы были рациональные. En fait, je vais commencer par une citation de Picasso. Je n'ai pas cherché, en fait, j'ai trouvé. Et c'est quelque chose qui est particulier dans ce film parce que c'est une partie de ce film qui n'est pas issue du récit de Demidov, mais qui est issue d'une petite nouvelle que Gogol a mise dans Les âmes mortes, une nouvelle qui s'appelle Le capitaine Kopiekine. Et je ne pourrais pas vous dire d'où m'est venue cette idée. C'est effectivement une citation que j'ai faite vis-à-vis de Gogol et que, pour des raisons bien évidemment rationnelles, que j'ai mise à l'intérieur de ce film. Et donc... Sorry. Этот фильм для меня это цифра 2, и там 2 все время. 2 части, например, 2 прокурора и, конечно, 2 арестанта. Один арестант, который посылает, не ведая того и не понимая, где он находится, посылает на верную смерть молодого прокурора, в надежде, что все-таки это принесет кому-то облегчение и спасение. А с другой стороны, его тень, которую тот же прокурор встретил, гротескная тень. И поэтому один прекрасный, замечательный, великолепный, гениальный актер Александр. En fait, ce qui est pour moi important dans ce film, c'est le chiffre 2. Il y a 2 parties de ce film, il y a 2 procureurs, et puis surtout, il y a 2 personnes qui envoient les gens à la mort, en fait. Vous avez d'abord, effectivement, la personne qui est en prison et qui envoie ce jeune procureur à la mort, bien qu'il espère que ce soit le contraire qui se passe. Et puis, il y a son ombre à cette personne, c'est l'ombre grotesque dans le train. Et en fait, j'ai un acteur absolument
absolument génial qui a su faire ça, et donc c'était formidable pour moi. Et donc, Monsieur Filipenko, vous avez au cinéma joué Brejnev, Tchernyenko, Dostoïevski. Vous avez joué beaucoup de choses, mais vous avez aussi joué Les âmes mortes. Ça vous fait quoi de revenir dans un film de Sergueï Loznitsa avec Les âmes mortes et l'année 1937? Ну, я бесконечно благодарен, что так выпало мне в моей творческой биографии сыграть вот такую роль. Потому что любимый мой жанр действительно трагифарс. Резкие очень роли, и в которых можно было гротесково сыграть, и в то же время роли, где играть ничего не играя, как бы. И вот такое предложение сделано мне. Я бесконечно благодарен всем продюсерам, кто была замечательная группа, которая была вокруг. Это был такой европейский продакшн наш, не чей-то. И я, главное, слушал, вначале все предлагал, какие-то свои варианты режиссеру, и внимательно следил за его замечаниями. Исследовать то, что он хочет. Как правило, меня постоянно приостанавливал, сдерживал все меньше, да. Так что спасибо огромное. Я еще ведь сыграл Ленина. Oui. Это было. Merci. En fait, je suis infiniment reconnaissant effectivement à Monsieur Loznitsa parce qu'il m'a permis, dans ma biographie qui est assez longue, de jouer un tel rôle. Moi, je suis plutôt habitué à ce qu'on appelle la tragifarce, en fait, la tragédie-farce. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus que moi j'avais joué, effectivement, dans Les âmes mortes, quelque chose de beaucoup plus radical, de personnage de Gordievski, où c'était joué sans véritablement jouer. Mais là, encore une fois, je tiens à le remercier parce que c'est une proposition formidable qui m'a été faite, et je tiens à remercier notamment tous les producteurs et toute l'équipe parce que c'est une véritable production européenne. Et je dois dire que j'ai proposé bien évidemment des choses à Monsieur Loznitsa qu'il a écouté attentivement, et moi-même j'ai écouté attentivement toutes les remarques qu'il m'a faites en me disant surtout d'essayer de me calmer et de baisser un petit peu le ton, et je dois ajouter à la toute fin que j'ai même joué Lénine. Une question? Bonjour, merci beaucoup, M. Loznitsa, pour ce film. Denis Strelkov, Radio France Internationale. On vous a beaucoup vu ces dernières années à Cannes avec des films documentaires, notamment avec le film sur la destruction des villes allemandes. Comment est-ce que votre expérience en tant que réalisateur de films documentaires a changé votre approche aux films de fiction? J'ai aussi une petite question à deux Alexander, Filipenko et Kuznetsov qui sont présents ici. Vos personnages semblent être loyaux, intelligents, sublimes en quelque sorte aussi. Pourquoi ils ne voient pas qu'ils sont trahis par ce système? Comment vous expliquez qu'ils sont aveuglés par ce système soviétique? Est-ce qu'il y a des parallèles peut-être avec le monde d'aujourd'hui, avec la Russie d'aujourd'hui? Merci. Почему они не чувствуют, что система их предает? Вот это самое главное. Да. Значит, это первая часть вопроса. Разница между художественным и документальным кино – это бюджет. Все остальное просто для меня это одно и то же. En fait, je vais d'abord répondre à la première partie de la question. Pour moi, la véritable différence qu'il y a entre un film documentaire et un film de fiction, c'est son budget. Sinon, il n'y a pas de différence. Значит, почему люди тогда не видели? Сейчас мы смотрим этот фильм и удивляемся, насколько наивный наш главный герой. Но нам сложно увидеть обстоятельства, в которых он находился в 30-е годы, его глазами и глазами тех людей, которые его окружали. Мы видим сейчас и не можем избавиться от того знания, которым мы уже обогащены, знания истории, и мы имеем собственное представление об этом времени. И наше удивление именно от этого, от нашего представления и от нашего знания. А представьте себе, что они не обладали этим знанием, и поведение не было наивным. Это ведь тогда, можно я добавлю чуть-чуть?
Одну секундочку. Да, конечно. Aujourd'hui, en fait, il ne faut pas oublier qu'on regarde effectivement ce personnage de jeune procureur comme étant quelqu'un de naïf. Notre héros est quelqu'un qui peut nous sembler naïf, mais il faut aussi essayer d'imaginer le voir avec les yeux de l'époque, essayer de se passer justement des connaissances qu'on a acquises, de tout ce qu'on a appris sur cette époque, pour essayer de le voir avec les yeux de comment on le regardait à l'époque, les yeux des gens qui l'entouraient, parce qu'aujourd'hui, on est très étonné, on est même stupéfié, mais à l'époque, les gens n'avaient pas toutes ces connaissances-là. Добавить то, что, конечно, для нашего поколения того времени главным ударом, вспышкой молнии была повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В 1962 году в журнале «Новый мир» было опубликовано. Вот тогда это был первый удар. И в 1974-м его знаменитая статья уже, там, знаете, «Жить не по лжи». Вот главная была установка. И главное, что, как я понимаю, я так же, как и режиссер, согласен с ним, главное в кино было обращение к зрителю. Что лично вы считаете надо делать? Лично вы. От вашей ответственности, каждого. Je dois ajouter effectivement que pour notre génération, ce qui nous a profondément marqué, c'est comme un éclair qui a déchiré le ciel, c'est la nouvelle qu'avait écrite Alexandre Solzhenitsyn en 1962, Une journée d'Ivan Denisovitch, qui avait été publiée dans la revue Nowy Mir, et également quand il a fait un article en 1974 où il disait qu'il fallait vivre sans mensonge et sans se baser sur le mensonge. Et je tiens également à dire que Sergueï a raison quand il dit qu'on s'adresse aux spectateurs, c'est la responsabilité de chacun. Chacun doit effectivement prendre ses responsabilités. И я хотел бы продолжить мысль. Существуют ли в нашей жизни обстоятельства и ситуации, в которых мы, с точки зрения людей, которые будут жить лет через 50, будем выглядеть страшно наивными? Обстоятельства и ситуации, которых мы не замечаем и не понимаем, в чем мы участвуем и что с нами происходит. Это серьезный философский вопрос. Et je voulais aussi prolonger l'idée que j'avais initiée, qui est essayer de se retourner aussi, non pas sur nous-mêmes aujourd'hui, mais dans 50 ans. Peut-être qu'il y a des gens qui regarderont nos vies et qui se diront, mais ils étaient vraiment tous naïfs, parce qu'il est possible que nous vivions dans des circonstances que nous ne remarquons pas aujourd'hui, mais qui, dans une cinquantaine d'années, feront qu'ils nous considéreront peut-être comme naïfs. Et je pense que c'est véritablement une question philosophique. А теперь примеры из современной политики. Вспомните, какие были ожидания нового президента Соединенных Штатов. Et un exemple tiré du présent, en fait, rappelez-vous quelles étaient les attentes que nous avions quand un nouveau président des États-Unis a été élu. Какая была надежда, что придет новый человек действия и прекратит эту проклятую войну? On se disait qu'il y aurait quelqu'un de nouveau qui allait arriver et qui enfin allait pouvoir faire cesser cette guerre. А не выглядели ли мы все вот в этот момент страшно наивными? Est-ce qu'on n'était pas tous à l'époque terriblement naïfs? Вот какие вопросы затрагивает фильм. Voilà les questions effectivement que pose le film. Monsieur Kuznetsov, on vous a découvert, parce que vous avez une grande carrière en Russie, mais qu'on connaissait peu, on vous a découvert ici, vous étiez cynique chez Kirill Serebrennikov dans Leto, et puis vous êtes revenu dans un film de Rachel Lang, Mon Légionnaire. Aujourd'hui, de même que Monsieur Filipenko, vous avez quitté la Russie, vous faites carrière à l'étranger, mais qu'est-ce que ce rôle principal qui vous ramène à une époque de l'Union soviétique que vous n'avez pas connue, qu'est-ce que ce rôle vous a apporté? Tout d'abord, même si je m'y connaissais sur cette époque, et je ne connais pas grand-chose, vous savez, je suis russe, j'ai grandi avec ça, c'est dans mon ADN en quelque sorte quand on est russe. Ces expériences traumatiques sont en nous, elles sont en moi, et j'ai bien compris ce qui s'est passé.
même si je n'avais pas su qui était Lénine, par exemple. Quand on a grandi au Portugal, par exemple, je prends un exemple, eh bien, on grandit avec une autre ADN en soi. Raison, je ne pense pas qu'un acteur doit devenir un documentaliste, doit tout forcément lire. Il faut simplement être attentif à ce qui se passe autour de nous, suivre un petit peu les événements et surtout prêter la plus grosse attention aux détails. Et vous trouverez toutes les réponses à vos interrogations et vous trouverez les clés qui vous permettent de jouer un rôle, même si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors personnellement, qu'est-ce que je savais de tout ça, moi? Depuis que j'ai quitté la Russie, comme tous les autres assis autour de moi, c'était à cause de mes convictions, tout simplement. Et c'est pas que de la haine que je ressens, mais tout ça, ça m'a tellement contrarié, dégoûté, voilà, du dégoût. Et ça, comme Sergueï l'a mentionné, ça, je le ressens toujours. C'est le même processus, ça se répète. Et ça ne me dégoûte pas comme ça dégoûte Sergueï. Lui, il veut démonter les choses, décortiquer. Et j'ai pas eu besoin d'en apprendre beaucoup. Je ressens ça. Toute personne d'Europe de l'Est, tout Ukrainien, tout Russe ressent ça. Si vous n'êtes pas complètement opaque, il suffit, faut pas forcément avoir lu Solzhenitsyn. Il faut simplement changer les comportements aujourd'hui. Si le meuble que vous essayez de transporter ne passe pas la porte, ben, il faut le présenter sous un autre angle, le tourner. Voilà, changer d'approche, de point de vue. Et c'est ce que Sergueï fait. Merci. Hello, it's Yanis Raouzes from Bonjour, Greece. Yanis Raouzes, je viens de Grèce. First of all, I would like to ask Mr. Loznica Une about question à this M. excellent Loznica representation sur of cette totalitarianism représentation in excellente du classical definition of Hannah Arendt. totalitarisme dans les descriptions de Hannah Arendt. On voit que le système totalitaire se termine par le pouvoir de la police secrète, de la Gestapo, etc. C'est ce qu'elle nous dit. Mais là, j'ai une question. Ce pouvoir de recréer la réalité d'un régime totalitaire, est-ce que ça n'est pas aussi représenté, exprimé par les images, par ces couleurs que vous utilisez? La seule partie rouge, ironiquement, c'est la porte de la prison. Monsieur Kuznetsov, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi ce personnage idéaliste peut-il appréhender la fin, l'issue que vous jouez avec votre langage corporel, avec le silence? Нет, красный цвет есть еще на плакатах и на партбилете. Il n'y a pas que la porte de la prison qui soit rouge, il y a effectivement également les affiches et aussi la carte du parti. Но, в принципе, когда мы с оператором и художником-постановщиком Олег Муту и Кирилл Шувалов обсуждали, как будет выглядеть картина, единственный критерий – это передать это состояние клаустрофобии и такого депрессивного существования, поскольку это все одна сплошная депрессия, это место ужасное и обстоятельства ужасные. И мы выбрали формат академию, поскольку она и вертикальна, она академия вертикальна, не горизонтальна. Вертикаль очень важна здесь, поскольку она подавлена. И выбрали решение цветовое и решение дизайна, как мы будем это все делать. И в цвете мы не используем цвета жизни: желтый, зеленый, голубой. И все цвета серые, коричневые, черные – это цвета вот этого времени, места, обстоятельства и ситуации. Ну а дальше все, следовали правилам.
Quand on s'est attelé à ce film avec mon chef opérateur Oleg Moutou et mon chef décorateur aussi Kirill Chouvalov, on a effectivement travaillé sur l'image qu'aurait ce film et on voulait absolument faire passer l'idée de la claustrophobie parce que c'est une existence absolument déprimante. Le lieu est déprimant, les circonstances sont déprimantes. Donc on a déjà choisi le format. Le format, c'est un format vertical, j'y tenais parce que la verticalité permet justement d'accentuer la pression sur ce qui est en dessous. Et puis ensuite on s'est attelé à la couleur et au design et on a décidé de s'écarter des couleurs de la vie réelle. Donc pas de jaune, pas de bleu, on est parti sur du gris, sur du vert très foncé, sur du marron, pour justement rester dans ce cadre-là des circonstances. Et avant de vous passer la parole, puisqu'on a commencé à parler de la fabrication, Monsieur Schneeweiss, est-ce que vous pouvez nous parler de l'éventuelle difficulté de monter un tel film? Il y a 6 pays coproducteurs. Vous avez affaire à des gens qui ont en plus quitté leur pays natal. Vous allez tourner en Lettonie. Sergueï disait qu'il avait commencé à travailler sur ce film en 2020. Ça fait maintenant 5 ans. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça a été cette production, comment ça s'est développé? En fait, le financement a mis à peu près 2 ans à se boucler, ce qui est un temps long, mais ce qui à la fois est un tempo un peu obligatoire dans ce genre de configuration, parce que réunir 6 pays autour de la table, c'est pas une gymnastique facile. C'est un peu comme conduire un paquebot avec des exigences d'agilité d'un hors-board. Mais à un moment donné, c'était nécessaire parce qu'on a eu besoin d'aller chercher des fonds dans tous ces pays-là. C'est la seule façon de produire ce genre de film aujourd'hui. Ceci dit, les ponts entre les différents pays ont été assez limpides et logiques. Sergueï habite en Allemagne. On a tourné en Lettonie. La Lettonie est une terre d'accueil merveilleuse pour le film parce que la population est en partie parle russe, ce qui était impératif pour le film. Les équipes de tournage sont fantastiques et donc c'était. Et puis l'architecture de Riga et de la ville permet de recréer et de tricher un peu la Russie et Moscou, les intérieurs aussi. On a été trouver une partenaire historique de Sergueï en Lituanie, qui est Uliana Kim. Et puis, on a fait toute la post-production dans notre laboratoire en Roumanie, qui est monté en coproduction. Enfin bon, tous ces ponts-là se sont construits par strates, mais de façon assez fluide. Ça a mis un peu de temps, mais on y est arrivé et c'est formidable. Et entre-temps, M. Loznitsa fait des documentaires et monte des films d'archives en attendant que le budget et que la production soient prêtes. Une question. Il y avait une question pour M. Kuznetsov à laquelle vous n'avez pas répondu. Lorsque mon personnage comprend qu'il va vers cette issue, mon personnage n'est pas bête, il n'est pas naïf, il n'est pas ignorant, c'est juste un idéaliste. Et donc j'ai mis toute mon âme, j'y croyais. Ma façon de travailler repose sur la communication avec Sergueï, c'est très intuitif. Ma relation avec la metteur en scène. On parle de tout, sauf finalement du rôle que j'interprète. Quand on essaie de parler du rôle de Sergueï, ou quand j'essaie de lui en parler, il me disait « ça c'est ton boulot, hein. Viens pas m'embêter avec ça. » À toi de voir. Et moi, je lui disais, mais quand même. Et puis, au bout d'une semaine, eh bien, j'avais compris qu'il voulait tout simplement me déléguer cette responsabilité, qu'il me faisait confiance et qu'il déciderait si c'était authentique ou non. Et ça, c'est incroyable. Mais c'est un commentaire que je souhaitais faire. Alors oui. Je peux vous dire ce que Sergueï en pensait, mais moi, je n'ai pas interprété un personnage naïf. Je joue quelqu'un qui refuse de croire qu'un tel mal puisse exister, et puis à ce côté indéfectible. Il pense que c'est une erreur de scénario. Il se dit, je vais trouver 2 ou 3 personnes qui vont pouvoir m'aider. Personne aujourd'hui ne veut aller vers la violence, et tout le monde attend finalement du bon sens. C'est ce que Cornio fait. Il s'attend à de la raison, et il ne pense pas qu'il y
y aura jusqu'à la fin, jusqu'au dernier plan, une issue mauvaise et fatale. Oui. Bonjour, добрый день. Ирина Карпова, Новая газета Европа. Thank you very much for this brilliant Merci film. pour ce film brillant. And, my question is about the last scene of the Question film. sur la dernière scène So du the film. gates closes behind, Donc les portes se the referment main character, and there is no sur le hope. personnage So, principal. and Il my n'y a plus question is d'espoir. to all of you, Question à vous where to tous. find hope when there is no hope? Où trouver l'espoir Где quand найти il n'y en a надежду? plus? Спасибо большое. Merci. У Брейгеля есть аллегория надежды, есть такой, значит, его картинка. Значит, бушующее море, тонут корабли, справа тюрьма, горит тюрьма сверху, снизу никто не замечает этого. Полный кошмар. Надежда стоит, значит, на части тонущего корабля. В одной руке у нее серп, в другой лопата. Серп, а в другой лопата. Срезать и закопать. Il y a un tableau de Bruegel qui s'appelle l'allégorie de l'espoir. Vous avez une mer démontée, vous avez le bateau qui brûle, vous avez une prison, tout ça est en train c'est un tableau absolument terrible. Et puis il y a l'espoir, et l'espoir il se tient avec dans la main gauche une serpe et dans la main droite une pelle. Donc ça suffit, ça sert pour éradiquer, élaguer et pour creuser et faire disparaître. Другой ответ на ваш вопрос я услышал в Заксенхаузене. Один американский гид, который водил значит, посетителей, он отличался от всех остальных. И он говорил такую вещь: только тот человек, который не имел надежды, имел шанс выжить в концентрационном лагере. Мне кажется, это очень точное определение. Et puis j'ai une autre réponse à apporter. Un jour à Sachsenhausen, il y avait un guide américain qui était véritablement différent des autres guides qu'on avait pu rencontrer, qui avait dit cette phrase: il y a seulement ceux qui n'avaient aucun espoir de survie à Sachsenhausen qui ont survécu. Et je pense que c'est une réponse absolument parfaite. Третий адрес человека, который испытал это все на себе и оставил после этого свои воспоминания, это Варлам Шаламов, «Колымские рассказы». Мне кажется, что он очень точно описывает обстоятельства, в которых мы продолжаем существовать. Это просто немножко отступило, но теперь опять подкрадывается к нам. Et puis il y a enfin une troisième chose aussi, il y a des gens qui ont véritablement raconté ce qu'ils ont vécu, et c'est le cas de Varlam Shalamov qui a écrit ses récits de la Kolyma, qui est une description absolument parfaite de quelque chose dont on aurait pu penser que c'était derrière nous, mais non, en fait, on voit bien que ça continue, ça se prolonge. Мне кажется, спасение в том, чтобы переформатировать язык описания обстоятельств ситуации и мира, в котором мы существуем. Язык переформатировать. Et je pense que notre seule possibilité de salut, c'est d'arriver à changer notre langage de description des circonstances. Changer le langage. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Gérard Chargé, Cinézoom. J'avais une question pour le réalisateur. Avec vos documentaires, vous apportez un témoignage. Avec la fiction, est-ce que vous pensez que c'est un devoir de mémoire que vous faites par rapport à votre œuvre? Et puis pour prolonger pour les comédiens, est-ce qu'avec les personnages qu'ils ont joués, est-ce qu'ils pensent qu'ils rendent un hommage à ces personnes-là? Est-ce qu'ils l'ont vécu comme ça? Merci. Вы знаете, когда я делал эту картину, я думал все время, и рядом со мной был автор повести. Вот я думал о нем и pытался смотреть на все, что я делаю, его глазами. И прежде всего, это посвящение ему. Vous savez, quand je faisais ce film, en fait, j'avais toujours l'impression que Georgi Demidov était à côté de moi. J'essayais de faire ce film en regardant le film par les yeux de Demidov. C'était ça, ma contribution. Et
Yeah. You want to answer? If I experienced it before, no, I never played any Non, biopic type films. j'avais jamais joué ce style. Et vous m'avez demandé qu'est-ce que ça fait de rendre hommage à des personnes, c'est ça? Vous pouvez répéter la question? Qu'est-ce que ça fait et est-ce que vous sentez que vous rendez hommage aux personnages que vous interprétez? Gotcha. Ah oui, d'accord, d'accord. Oui, oui, bien sûr que je leur rends hommage. C'est inévitable. Ça se produit automatiquement. Ça fait partie du processus et du rôle. Mais ce n'est pas la principale priorité. La priorité, c'est l'avenir, toujours l'avenir. Il ne faut pas être... Il n'y a pas que l'hommage, c'est le respect. Et je le répète, c'est ce qui est dans mon ADN. Ce personnage, ces prisonniers, eh bien, ça n'est pas juste quelque chose dont nous avons entendu vaguement parler. Non, c'est quelque chose qui s'est passé aux amis de Michael, à son grand-père. Dans notre pays, ça s'est produit, reproduit. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin, de creuser beaucoup pour le savoir et de voir ceux qui sont touchés, bouleversés par ça. Donc on est toujours dans le mode de l'hommage, à telle enseigne que, comment dire, ça n'est plus une décision que l'on prend en son âme et conscience, on le fait automatiquement, comme un réflexe. Мы даже не можем себе представить масштаба той трагедии, которая произошла, случилась в 20 веке с народами, которые жили и продолжают жить на территории, которая называлась Российской империей, потом Советским Союзом и так далее. Масштаб этой трагедии и плоды или там результат всего этого, корни вообще того, что происходит сейчас там. И сейчас мы продолжаем все это нести с собой. И, конечно, когда есть возможность, я просто обязан делать картины. Я считаю это своим долгом. On ne peut pas imaginer en fait l'ampleur de la tragédie qu'ont vécu ces peuples et cette tragédie et cette ampleur-là continue et ça continue notamment sur ce territoire-là. Ce qu'a été l'Empire russe, ce qu'a été ensuite l'Union soviétique et puis la Nouvelle-Russie aujourd'hui, cette ampleur est inimaginable. Il faut aller chercher les fruits qu'on en tire aujourd'hui, il faut aller en chercher les racines là-bas à cette époque-là, au tout début du XXe siècle et on continue de porter ça en nous. Donc à partir du moment où on a la possibilité de le faire savoir et de faire un film, il faut effectivement s'y atteler parce que j'estime que c'est mon devoir. Каждому задуматься о том времени и вызвать открытую дискуссию, вот как сегодня у нас, такой своеобразный Нюрнбергский процесс над тем временем. Et ce que nous faisons comme proposition, en fait, c'est une proposition aux gens de se retourner là-dessus, de réfléchir à cela. Nous proposons une discussion ouverte comme celle que nous avons là. C'est notre manière à nous de faire notre nouveau procès de Nuremberg. Et on va s'arrêter là. Merci, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, mesdames et messieurs. Merci.